Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter plusieurs threads d'horreur qui viennent de Reddit. Ce ne sera pas des threads d'horreur qui sont très longs, mais j'ai trouvé qu'ils étaient assez intéressants, donc j'ai voulu vous les partager. Ce ne sera pas nécessairement les plus effrayants, mais personnellement ils m'ont assez intrigué. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous invite si c'est le cas à laisser un j'aime sous la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, je remercie du fond du cœur tous ceux qui le feront. Je vous laisse également mon Instagram juste ici. Si vous souhaitez me suivre et ou m'envoyer une histoire effrayante qui vous est arrivée, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message là-bas, c'est avec grand plaisir que j'irai voir tout ça. Installez-vous bien, on est parti pour se plonger dans ces threads d'horreur de Reddit. La première histoire que je vais vous raconter sera celle de Mathieu. Mathieu nous dit qu'il a ouvert la porte après que quelqu'un ait sonné chez lui. En ouvrant la porte, il a vu qu'il y avait ce qui lui semblait être un livreur UPS. L'homme avait un polo avec le logo de l'entreprise, donc pour lui, c'était quelqu'un qui venait livrer un colis. Il s'est dit dans un premier temps que ses parents avaient peut-être commandé quelque chose et qu'il fallait qu'il signe un papier pour dire qu'il avait bien reçu le fameux colis. Sauf qu'en parlant un petit peu avec ce fameux livreur UPS, Mathieu se rend compte que d'une part, le livreur n'a rien pour lui, donc on pourrait se dire qu'éventuellement il s'est trompé d'adresse. Et deuxième chose qu'il remarque, c'est que le véhicule de l'homme n'est pas un véhicule UPS. C'est une sorte de van, mais pas avec le logo d'UPS ou un truc de livraison. Il y a une troisième chose qui vient, et ça c'est clairement un red flag pour Mathieu. C'est que l'homme déjà se présente comme étant un certain Tony, et il va proposer des services. En gros, il propose de faire du jardinage, de rendre différents services dans le voisinage, bien sûr, contre un petit paiement. Mathieu s'est dit que c'était peut-être un second travail de l'homme pour arrondir les fins de mois et qu'il ne s'était pas encore changé de son job de livreur pour proposer ces fameux services. Sauf que ce qui va être un red flag pour Mathieu, c'est que l'homme va poser plein de questions assez intrusives. Et il pose ces questions non pas en regardant Mathieu dans les yeux, mais en regardant un peu derrière lui, comme s'il cherchait à voir un petit peu ce qu'il y avait dans la maison. Pourquoi pas des objets de valeur. Il demande par exemple s'il y a des caméras de sécurité dans la maison ou aux alentours, s'il a des chiens. Et ce fameux Tony va poser une dernière question, et celle-là c'est la question que Mathieu considère comme la plus étrange de toutes, et je pense que vous serez d'accord avec lui. Vous savez, quand Mathieu a ouvert la porte, il ne l'a pas ouvert en grand, il a juste ouvert un tout petit peu, et il passait son œil dans l'interstice pour parler à l'homme. Il n'a pas ouvert la porte en grand comme s'il allait accueillir la personne. Et le fameux Tony lui a justement posé une question par rapport à ça. Il lui a dit « Pourquoi est-ce que tu n'ouvres pas en grand la porte plutôt que de l'avoir quasiment presque refermée ?» Et Mathieu répond quelque chose de très intelligent. C'est un mensonge, mais un mensonge bien trouvé. Il dit qu'il ne veut pas que ces deux pitbulls voient ce fameux livreur UPS et commencent à l'attaquer pensant qu'il y a danger. Ça se tient. Dans la réalité des faits, Mathieu fait toujours ça quand il ouvre la porte à des étrangers, il l'ouvre vraiment très légèrement pour pouvoir la refermer très rapidement si jamais il y a un problème. Après avoir dit ça, l'homme donne une sorte de flyers publicitaire à Mathieu et il s'en va. Mathieu prend le flyers, il ferme la porte, il la verrouille à clé et il s'assure que toutes les issues dans la maison sont bien fermées à clé. C'est là qu'en soi son témoignage s'arrête, mais là où c'est assez intéressant, c'est que Mathieu, sur Reddit, lui, il dit qu'il est persuadé qu'en fait cet homme était en repérage pour cambrioler. Soit il aurait cambriolé la maison même si Mathieu était là parce qu'il n'était pas très vieux, ce qui aurait été absolument horrible, soit il était juste en train de repérer pour une prochaine fois. Et les commentaires sur Reddit sous ce thread là sont plutôt tous du même avis. Tout le monde dit que effectivement cet homme était en train de repérer pour un cambriolage. Mathieu dit dans les commentaires également quelque chose d'assez incroyable, mais du coup je pense que c'est positif, c'est que dans son quartier, là où l'homme est allé pour toquer de porte à porte, il y a quelqu'un qui travaille dans la police. Donc il est probable que si l'homme tombe sur lui, eh bien son activité ne passe plus trop inaperçue. Déjà, c'est effrayant de se faire cambrioler, mais remarquer en amont la personne qui veut te cambrioler, je pense que c'est quelque chose qui doit te faire tout drôle. Maintenant, je vais vous présenter l'histoire de Gary. Gary avait 19 ans, on est en Allemagne durant l'année 2017. Gary était avec des amis dans, non pas la cave, mais dans le sous-sol de l'un de ses amis en train de jouer aux jeux vidéo, de passer du bon temps. C'était un programme qui était habituel et généralement ça se passait jusqu'à assez tard dans la nuit. Gary nous dit que son meilleur ami ne vivait pas très loin de chez lui. C'était pas chez le meilleur ami où il passait du bon temps dans le sous-sol, ça c'était chez un autre ami. Mais du coup, vu qu'avec son meilleur ami il ne vivait pas très loin, ils rentraient généralement ensemble après avoir passé des bons moments. Gary nous dit que pour rentrer chez lui, il y a deux trajets possibles. Un trajet qui passe dans la ville et un trajet qui est plus court,
Mais dans ce trajet-là, tu passes dans une petite forêt. Et de nuit, cette forêt est totalement sombre, il n'y a aucun éclairage. Pour la sécurité, Gary dit qu'il ne prend cette route-là que quand il est équipé de lumière parce que, il y a des sangliers dans cette forêt et il n'a pas envie de s'en prendre un par mégarde. Une nuit, Gary et son ami sont en train de rentrer chez eux, ils sont un petit peu éméchés, ils ont quelques lumières, donc ils se disent que pour rentrer rapidement, ils vont passer par cette fameuse route dans la forêt. Et alors qu'ils sont tranquillement en train de rouler sur leur vélo pour rentrer, à un moment donné, ils sont surpris de voir qu'il y a sur la route un tronc d'arbre qui bloque le passage. Donc Gary et son ami, qui ne sont pas des pros du vélo à pouvoir sauter au-dessus du tronc, ils descendent, ils font un peu le tour et ils continuent. Sauf que, à peu près 10 ou 20 mètres après ce fameux tronc d'arbre sur la route, Gary et son ami discernent ce qui leur apparaît être un feu. Au niveau d'un virage que Gary doit prendre, et en fait il y a comme une sorte de petit camp. Bon, on pourrait se dire que ça pourrait être des campeurs, des gens qui veulent passer un peu de bon temps en forêt, mais pas trop au milieu de la forêt, assez proche de la route pour pouvoir partir s'il y a un problème. On peut s'inquiéter comme on peut trouver des trucs très rationnels qui pourraient rassurer. Gary et son ami décident donc de partir sur cette solution-là, la solution rationnelle, et en s'approchant, lentement mais de plus en plus, ils remarquent qu'autour de ce fameux feu, il y a environ 6 ou 7 personnes. Encore une fois, on peut rationaliser, mais là où on ne peut pas trop rationaliser, c'est sur ce qu'il va dire après quand il nous fait une description de ceux qui étaient autour du feu. Les 6 ou 7 personnes étaient habillées avec des robes et des masques. Comme beaucoup, et comme moi quand j'ai découvert l'histoire, je me suis dit tout de suite Ku Klux Klan. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous savez, les personnes avec les masques très pointus, les robes blanches, ce genre de choses. Sauf que ces gens autour du camp n'étaient pas du tout habillés de cette manière-là. Gary ne sait pas trop le décrire, il dit que c'est une sorte de chapeau avec des voiles. Gary et son ami sont donc arrêtés sur la route, ils voient quand même bien la zone où il y a le feu et les gens. Ils essayent de comprendre ensemble ce qu'ils se trament, et alors qu'ils regardent les personnes, toutes, quasiment à l'unisson, se retournent vers Gary et son ami. Gary comprend immédiatement qu'ils sont cramés, et une des personnes qui faisait partie de ce fameux camp commence à avancer de manière précipitée vers Gary et son ami qui se trouvaient au niveau de la route. Eux, ils ne se sont pas fait prier, ils ne se sont pas dit qu'ils allaient entamer la conversation, ils étaient sur leur vélo, ils ont tapé la plus grande pointe de vitesse de leur vie. Sans faire demi-tour, ils ont tracé. Et ils n'ont pas ralenti jusqu'à se retrouver dans une zone un peu plus civilisée, c'est-à-dire quand ils sont sortis de la fameuse forêt. Vous vous en doutez bien, Gary n'a pas vraiment repris ce chemin-là à l'avenir, il ne sait pas qui étaient ces personnes, nous non plus d'ailleurs, on ne peut avoir que des théories évidemment, mais en tout cas, il n'en a jamais entendu parler, il n'a rien vu aux actualités concernant ce groupe de personnes, il n'a rien entendu de la part de proches ou quoi que ce soit qui aurait pu apprendre quelque chose, c'est un vrai mystère. Donc est-ce que c'était une sorte de secte, est-ce qu'il faisait un rituel, est-ce que c'était des gens qui étaient dans un énorme délire? Aucune idée. Je vais maintenant vous présenter l'histoire de Marguerite. Marguerite nous raconte quelque chose qui s'est passé quand elle avait 7 ans dans les années 80. Elle était chez elle avec 2 de ses sœurs et 2 de ses cousines. Il y avait au total donc 5 jeunes filles. Une des sœurs était chargée de faire du babysitting, la plus vieille. Et pour donner un peu de contexte, Marguerite nous dit un petit peu comment était faite sa maison. C'était une maison sur 2 étages avec un toit plat. Elle ne se souvient pas vraiment ce qu'elle faisait à ce moment-là, évidemment ça remonte un peu, elle n'a pas vraiment tous les détails, Il n'y a que ce qui l'a marqué et qu'elle a encore en tête. Mais en tout cas, ce dont elle se souvient très bien, c'est que tout le monde n'arrêtait pas d'entendre des bruits qui venaient du toit. Comme si en fait quelqu'un marchait sur le toit. Et il y avait également des bruits comme si des choses étaient jetées dans la gouttière. Et du coup ça faisait un bruit comme un truc qui descendait. Au début, truc rationnel, tout le monde pense à un animal du type un écureuil. Sauf qu'une des sœurs a la brillante idée de faire peur à tout le monde en disant que c'est peut-être quelqu'un qui a grimpé à un arbre pour se retrouver sur le toit. Et pourquoi ça faisait peur? Parce que sur ce fameux toit, il y avait une sorte de Velux qui permettait de rentrer à l'intérieur et ça donnait directement sur la chambre de Marguerite. Du coup, une petite stratégie est mise en place. On demande à l'une des cousines de traverser la rue, d'aller au magasin en face, faire genre on va acheter quelque chose, et en revenant, cette fameuse cousine doit lever les yeux et regarder s'il y a quelqu'un sur le toit. Pourquoi pas, ça peut se faire. Certaines vont appliquer la stratégie. Et malheureusement, oui, ils ont vu quelqu'un. Il y avait un homme avec un maillot de football déchiré qui était allongé sur le toit. Les filles, en voyant ça, sont rentrées dans la maison en courant. Elles ont dit ce qu'elles ont vu. La sœur aînée qui a été responsable de tout le monde est allée chez le voisin
pour voir si on arrivait à voir l'homme de chez eux, mais non, impossible. Mais bon, la sœur aînée a quand même une très bonne réaction, elle attend pas midi à 14h, elle appelle la police. Et chose surprenante, c'est que généralement dans les threads d'horreur, la police vient quand même plutôt rapidement, et là apparemment elle a mis quand même pas mal de temps à se pointer. Apeuré, tout le monde est resté dans une des chambres, et parfois il fallait quand même s'assurer que l'homme était bien là ou pas. Donc elle regardait au travers d'un Velux, pour voir si elles arrivaient à le voir, mais non, l'homme n'était plus visible. Quand la police est arrivée, l'homme n'était plus là. La police n'a pas pris au sérieux les enfants, ils les ont pris comme des enfants, donc des gens qui racontent des histoires. Ils n'ont pas vérifié autour de la maison, à l'intérieur ou quoi que ce soit. Ils sont repartis beaucoup plus rapidement qu'ils ne sont venus. Les enfants, eux, étaient paniqués parce qu'ils se disaient soit l'homme est vraiment parti, soit il a réussi à rentrer dans la maison et il se cache. Quelques heures après la venue de la police, la mère de famille est rentrée. Les enfants ont tout raconté, la mère les a crus, mais elle les a rassurés de suite. Elle a dit ne vous inquiétez pas, de toute manière il y a un verrou au niveau du toit, on ne peut pas rentrer par là. Marguerite est montée sur le toit plus tard, une fois que le calme était revenu, on va dire, et effectivement elle a vu qu'il y avait des empreintes de pas boueuses sur le toit. Signe qu'il y avait donc effectivement quelqu'un à un moment donné. Le lendemain, la mère a emmené toutes les filles au poste de police pour quand même déposer un témoignage et elle a été très remontée face à la police en leur disant que c'était totalement irresponsable de voir qu'il y a 5 jeunes filles dans une maison qui disent quelque chose et de même pas vérifier un petit peu ce qui se passe, de juste partir comme ça parce qu'on ne les croit pas. En tout cas, l'histoire s'arrête là. Marguerite n'a jamais su qui était cet homme, si c'était quelqu'un peut-être qui était très éméché, qui a vu le toit et qui a voulu grimper pour se faire un délire, ou alors quelqu'un qui avait de mauvaises intentions et qui était au courant que dans la maison sur laquelle il se trouvait, il y avait 5 jeunes filles livrées à elles-mêmes. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 3 histoires. Je vous ai dit, c'était pas des histoires non plus incroyables avec plein de détails, mais c'est des histoires vraiment très intrigantes que je voulais vous partager. J'espère qu'elles vous ont plu. Personnellement, j'aime bien quand il y a aussi une petite part de mystère comme ça et pas forcément que de l'horreur. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez des théories? Parce que sur chacune des histoires, on a à chaque fois aucune idée sur quelles sont réellement les intentions des personnes, on va dire les méchantes de ces threads. Évidemment, on est sur des threads horreur, donc on va penser au pire, mais ce que j'ai bien aimé dans ces histoires, c'est qu'il peut y avoir toujours une alternative de non, en fait, il n'y a rien du tout et fausse alerte. Mais quand même, il est bien de rappeler qu'il faut rester quand même vigilant, sans être parano, pour éviter que le pire à chaque fois n'arrive. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime sous celle-ci. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos et activer la petite cloche. Merci encore une fois à tous ceux qui le feront et qui font grandir cette belle communauté. Je vous laisse de nouveau mon Instagram si vous souhaitez me suivre et m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc à raconter pour me suivre, hein, je tiens à le préciser. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. J'espère que vous avez passé aussi un bon moment, que je vous ai fait un peu oublier les problèmes de la journée, tout ça. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!